Je m'appelle Irène. Avant de vous dévoiler l'acte de malveillance qui a brisé mon cœur lors du mariage de ma fille unique, comment, d'une femme invisible, je suis devenue la maîtresse d'un destin que personne n'aurait pu prédire, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà sacrifié chaque seconde de votre jeunesse pour un être qui finit par vous traiter comme un déchet social? N'hésitez pas à me dire en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez. Il est fascinant de voir jusqu'où voyagent les échos d'une vie reconstruite. Aujourd'hui, quand je ferme les volets de mon salon, que j'écoute le tic-tac apaisant de la pendule, je revois sans cesse cette eau. Une eau cristalline, celle de la fontaine monumentale qui trônait au milieu de la salle de réception, dont la pureté n'était qu'un masque pour la cruauté qui allait s'y jouer. J'ai toujours été une femme discrète, du genre à accomplir sa tâche sans jamais élever la voix, convaincue que le silence était la plus noble des vertus. Je me suis mariée très jeune, juste après le baccalauréat, poussée par des rêves d'innocence qui se sont évaporés plus vite que la rosée du matin. Mon époux a quitté notre foyer avant même que je ne m'habitue au mot femme. Il est sorti un matin pour acheter du pain, il a disparu de nos vies, comme s'effacent les publicités sur un écran quand on change de canal. Je me suis retrouvée seule avec la petite Camille, un réfrigérateur vide, une question qui hantait mes nuits. Comment allais-je survivre? J'ai accepté le seul poste qu'on proposait à une femme sans réseau, agente d'entretien. D'abord dans un petit centre médical de quartier, puis dans une immense tour de verre au centre de Varsovie. Quand les cadres en costume quittaient leur bureau pour rejoindre des foyers baignés d'odeurs de cuisine, j'enfilais mes gants de caoutchouc, je commençais ma ronde. Les seaux, les serpillères, l'odeur entêtante des détergents, les traces de boue sur le carrelage durant les automnes pluvieux sont devenus mon quotidien pendant 3 décennies. Pourtant, chaque mois, avec une discipline de fer, je mettais de côté une petite somme. J'ai ouvert un livret d'épargne pour Camille quand elle n'était qu'une fillette aux nattes blondes. Je me souviens l'avoir emmenée à la banque, elle jouait avec mon écharpe, tentait d'attraper le stylo de l'employé derrière son guichet. J'avais juré ce jour-là que, dussé-je porter le même manteau usé toute ma vie, ce livret ne cesserait de croître. C'était son tremplin, sa sécurité, mon petit miracle de mère qui n'avait rien d'autre à offrir que des soldes étincelants. Les années ont passé. J'ai versé ce que je pouvais, parfois des sommes si dérisoires qu'elle n'aurait même pas payé un ticket de cinéma, parfois, après des doubles gardes épuisantes, des montants plus sérieux. Camille a grandi dans un monde qui n'était plus le mien. Elle a intégré un lycée prestigieux, puis l'université, a décroché son premier poste dans une multinationale. Petit à petit, son langage s'est transformé. Elle parlait de networking, de target de performance, des mots qui sonnaient étrangement dans notre petit salon de banlieue. Je la regardais avec un mélange de fierté et d'angoisse, sentant qu'elle s'éloignait de moi à chaque succès. Quand elle m'a présenté Marc, j'ai compris que le fossé était devenu un abîme. Il portait un costume dont le prix aurait payé mon loyer pendant 1 an, une montre qui brillait d'un éclat insolent, ce sourire d'homme qui n'a jamais eu à compter le prix d'un morceau de pain. Ses parents sont arrivés dans une voiture de luxe, soudain, j'ai eu honte de mes mains rougies par les produits chimiques, de mes chaussures déformées par les kilomètres de couloirs. Le jour du mariage, je tenais entre mes mains une petite enveloppe usée. À l'intérieur reposait ce fameux livret d'épargne, dont le logo de la banque avait changé 3 fois depuis son ouverture. Les pages étaient légèrement jaunies sur les bords. J'y avais ajouté quelques billets neufs, bien lisses, pour que Camille comprenne immédiatement que c'était mon cadeau de cœur. La salle de bal était un temple de luxe, lustre en cristal, nappe en soie, cette fontaine centrale dont les cascades d'eau mimaient un bonheur sans faille. Je me sentais comme une intruse dans le rêve de quelqu'un d'autre. Quand vint le moment des vœux, les invités défilèrent avec des cadeaux somptueux, des clés d'appartement, des voyages à l'autre bout du monde. Je me suis avancée, le cœur battant à tout rompre. Camille, ma chérie, c'est de la part de maman. J'ai économisé pour toi durant toute ta vie. Ma voix a tremblé, trahissant mon émotion. Ma fille a pris l'enveloppe avec un sourire mécanique pour le photographe. Elle a ouvert le livret, a jeté un regard distrait sur les quelques billets, a froncé les sourcils. « Maman, sérieusement ?» a-t-elle murmuré, assez fort pour que j'entende chaque syllabe. « C'est juste quelques billets ?» Marc s'est penché par-dessus son épaule, a éclaté d'un rire méprisant. « Pourquoi es-tu surprise, mon amour ?» a-t-il lancé à la cantonade. « Ta mère n'est qu'une femme de ménage, après tout. » Il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Quelques invités ont ri. D'autres ont détourné le regard. J'ai senti mes joues s'enflammer, comme si l'on venait de m'arracher mes vêtements devant la foule.
Camille a regardé autour d'elle, comme pour transformer cette humiliation en une plaisanterie de bon goût. Ce livret est une relique du passé, maman. C'est inutile. Et avant que je ne puisse dire un seul mot, elle a fait un pas vers la fontaine, a jeté le livret directement dans le bassin. J'ai entendu le petit plouf, plus bruyant dans mon esprit que l'orchestre qui jouait. J'ai regardé le papier s'imbibé d'eau, couler lentement vers le fond de la fontaine. Ce fut le moment où ma vie a basculé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement tourné les talons, récupéré mon manteau au vestiaire, je suis sortie dans la nuit froide de Varsovie. Personne n'a tenté de me retenir. La musique a continué, indifférente à mon naufrage intérieur. J'ai passé une nuit sans sommeil, fixant le plafond de mon petit appartement. À l'aube, alors que les premiers rayons de soleil traversaient mes rideaux, une certitude glaciale s'est emparée de moi. Je savais ce qu'il me restait à faire. Le lendemain matin, je me suis rendue à la banque. Je ne me doutais pas que ce que j'allais y entendre allait changer radicalement la perception que j'avais de moi-même de ma fille. En entrant dans l'agence bancaire, j'ai ressenti la même gêne que lors du mariage. Tout y était trop brillant, trop moderne. L'employée, une jeune femme aux yeux parfaitement maquillés, m'a reçue avec une politesse distante. Je viens pour un ancien livret d'épargne au nom de Camille Hartmann. Je suis la mandataire exclusive. Elle a pris ma pièce d'identité, a commencé à taper sur son clavier. Soudain, ses doigts se sont figés. Son visage a perdu ses couleurs. Elle a cliqué plusieurs fois, incrédule, puis elle a levé les yeux vers moi comme si elle voyait un spectre. Un instant, madame, je dois en référer à mon directeur. Veuillez ne pas quitter l'agence. Elle s'est levée si brusquement que son siège a grincé. Quelques minutes plus tard, un homme en costume gris m'a invité dans un bureau privé aux parois de verre. Madame Irène, je suis le directeur de l'agence. Je tenais à vous recevoir personnellement. Ce compte a bénéficié de conditions exceptionnelles de loyauté, d'indexation durant 30 ans. Il a tourné l'écran vers moi. Je ne connaissais pas tous les termes financiers, je savais lire les chiffres. Le montant qui s'affichait était colossal. Il correspondait à la valeur d'un appartement de standing dans les plus beaux quartiers de la capitale. J'ai senti un vertige m'envahir. Toutes ces heures passées à genoux sur le carrelage, tous ces renoncements s'étaient transformés en une fortune dont je n'avais jamais osé rêver. Est-ce que j'ai un droit de regard sur ces fonds ? Ai-je demandé d'une voix que je voulais ferme. En tant que mandataire seul déposante historique, vous avez le plein contrôle de l'utilisation de ce capital, madame. Dans cet instant, la douleur du mariage s'est muée en une détermination froide. Ma fille avait jeté à l'eau non pas un déchet, sa propre liberté. Mais elle l'ignorait encore. Je souhaite transférer l'intégralité des fonds sur un nouveau compte à mon nom propre, ai-je déclaré. Et je veux que ce compte soit protégé par un protocole de succession strict. Le directeur a hoché la tête avec un respect auquel je n'étais pas habitué. En sortant de la banque, le monde me semblait différent. J'ai acheté une pâtisserie dans une boulangerie de luxe, un petit plaisir que je m'étais interdit depuis des décennies. Je l'ai mangé sur un banc, regardant les gens passer, j'ai réalisé que je n'étais plus seulement une femme de ménage. Mon téléphone a vibré quelques heures plus tard. C'était Camille. Son ton n'était plus celui de la mariée arrogante, celui d'une enfant capricieuse qui a besoin de quelque chose. « Maman, on doit parler. Marc, moi avons regardé pour faire un emprunt pour notre villa, les banques sont compliquées. Finalement, ce que tu nous as donné au mariage, il y avait peut-être plus que ce que je pensais ?» J'ai souri amèrement face à mon propre reflet dans la vitre du salon. L'appât du gain l'emportait déjà sur l'orgueil. « Tu as jeté ce cadeau à l'eau, Camille. Tu as dit que c'était un déchet. » Oh, maman, ne sois pas si rancunière. C'était l'émotion du mariage, le champagne. Dis-moi juste combien il y avait sur ce compte. Marc dit qu'avec ton ancienneté dans cette tour de bureau, tu as dû mettre de côté une petite somme intéressante. J'ai été à la banque aujourd'hui, Camille, ai-je répondu calmement. Le compte a été clôturé. L'argent est désormais en sécurité, loin de toute fontaine. Il y eut un silence de plomb à l'autre bout du fil. Puis la voix de Marc est apparue, brutale, impatiente. « Irène, écoutez-moi bien. C'est l'argent de notre famille. Natalia a besoin de ces fonds pour lancer son entreprise. Ne faites pas la bête, rendez-nous ce qui nous revient. » « Ce qui vous revient ?» ai-je rétorqué.
sentant une tordeur nouvelle naître dans ma poitrine. Je n'ai aucune dette envers vous. J'ai payé pour votre égoïsme durant 20 ans. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez de l'argent, apprenez à le gagner avec vos propres mains, pas en piétinant les miennes. J'ai raccroché, j'ai immédiatement contacté Maître Vallon, l'avocat dont le directeur de la banque m'avait donné les coordonnées. Je suis entrée dans son cabinet avec une assurance qui m'a surprise moi-même. J'ai tout raconté, le labeur, le mépris, la fontaine. Je veux protéger ce capital, lui ai-je dit. Je veux qu'il serve à mon propre confort, à ma santé, peut-être, un jour, à un petit enfant qui saura me respecter. Mais pour Camille, son époux, je ne veux laisser que le strict minimum légal. Maître Vallon a écouté avec attention. Nous allons rédiger un testament de fer, Madame Irène. Et nous allons également mettre en place une structure de dons directs pour les soins médicaux, afin que personne ne puisse contester vos choix de votre vivant. Les semaines qui suivirent furent une tempête de messages, de menaces voilées. Camille Marc tentèrent d'abord la douceur, puis l'intimidation juridique. Mais j'avais désormais un bouclier de papier de loi. Je me suis offert un nouvel appartement, modeste, lumineux, dans un quartier où personne ne connaissait mon passé d'agente d'entretien. J'ai commencé à voyager, à voir la mer pour la première fois sans avoir à frotter les vitres d'un hôtel de luxe. C'est alors que la nouvelle est tombée. Camille avait des problèmes de santé. Elle, Marc, essayait d'avoir un enfant depuis 2 ans, sans succès. Les examens ont révélé une défaillance de son système reproducteur. Le traitement était possible, extrêmement coûteux, les assurances de Marc ne couvraient rien. Ils étaient acculés financièrement à cause de leur crédit excessif. Ma fille a fini par se présenter à ma porte, sans Marc, le visage marqué par l'épuisement, le chagrin. « Maman, j'ai besoin de toi. Pas de ton argent, de ta force. Je ne sais pas comment faire si je ne peux pas devenir mère. » Je l'ai regardée, j'ai vu en elle la petite fille qui ramassait des oiseaux blessés dans le parc. Le cœur de mère est une forteresse difficile à abattre. « Je vais t'aider, Camille, » ai-je dit doucement. « Je vais financer tes soins, car chaque enfant mérite une chance. Mais j'ai une condition. Une seule. » Elle a levé les yeux vers moi, pleine d'espoir. « Tu devras venir avec moi devant Marc, ses parents. Et tu devras prononcer une phrase, une seule, devant eux tous. Ma mère est une femme de ménage, c'est grâce à son courage que je suis debout aujourd'hui. » Elle a baissé la tête, luttant contre les restes de son orgueil. Mais elle a fini par acquiescer. La confrontation a eu lieu lors d'un dîner de famille chez ses beaux-parents. Camille a tenu parole. Marc a tenté de se moquer, le regard d'acier que je lui ai lancé l'a fait taire instantanément. Aujourd'hui, le traitement suit son cours. Je paie les factures directement à la clinique, s'assurant qu'aucun centime ne finisse dans les poches de Marc. J'ai gardé ma dignité, j'ai enseigné à ma fille la valeur réelle du travail, du respect. Je ne suis plus seulement une femme de ménage. Je suis Irène, la gardienne d'un héritage qui a été lavé dans l'eau d'une fontaine, qui est ressorti plus pur que jamais. Mon histoire est une preuve que le karma n'est pas une punition, une remise à l'heure des pendules du destin. J'ai changé les serrures de mon cœur, j'ai laissé une petite fenêtre ouverte pour l'avenir.